Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot tous les lundis à 21h sur Radio J. Merci de votre fidélité à notre programme, notamment vous qui nous écoutez à Londres, Tel Aviv ou encore Haïfa. Vous l'aurez compris, il sera beaucoup question ce soir de Ligue des Champions et en particulier de l'affrontement entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain mercredi. Pour en parler, des chroniqueurs déjà au taquet. Benjamin Krief, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin qui a passé, je crois, une très mauvaise soirée dimanche soir hier, donc devant Monaco-Lyon. Je me suis énormément ennuyé devant ce match. Voilà, deux équipes que j'ai trouvées très décevantes, poussif. Même victoire... sur la fin pardon. Même sur la fin. Ouais, voilà. Non, mais les 10 dernières minutes étaient intéressantes, mais Lyon s'est réveillé trop tard. Monaco sur l'ensemble du match, franchement, la victoire est moyennement méritée. Nubel sort des beaux arrêts, mais c'était un match assez ennuyeux, je trouve, pour deux équipes qui doivent être normalement des gros de notre championnat. Bonsoir également Alexis Visan. Bonsoir Alexis. Salut, bonsoir à tous. Alexis que je comparais la dernière fois à Igor Tudor, mais qui est également proche capillairement de Peter Bosz. De plus en plus. D'où ma question, Alexis. Est-ce que ça sent pas bon pour l'entraîneur lyonnais après cette nouvelle défaite Ah bah ça sent pas bon du tout. Il y a le PSG qui arrive dimanche prochain. Là, il a en plus été confirmé quand même bien par Olas. Non mais donc l'année dernière déjà, donc il avait quand même toutes les cartes en main pour imposer les choses et ça prend pas quoi. Parce que normalement là avant le PSG, Lyon devrait être au niveau de Marseille et Lens. Mais est-ce que cette stabilité finalement c'est pas une bonne chose? On se plaint souvent parfois de la tournante. C'est une bonne chose, mais justement là ils ont joué sur cette carte là et pour l'instant ça prend pas. Et en fait on voit pas comment ça peut prendre. C'est ça le vrai problématique, on voit pas les axes d'amélioration, on voit pas comment, avec l'effectif qu'ils ont monté, comment ça peut fonctionner. Et puis je me tourne vers notre invité du soir, notre premier invité du soir, l'exact inverse d'Alexis sur le plan capillaire, vous l'aurez noté pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais qui partage avec lui une passion pour le Paris Saint-Germain, dont il couvre l'actualité pour le Parisien. Alexandre Raffalo, bonsoir à toi, bonsoir à vous, pardon, et bienvenue dans Classico. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Un conseil peut-être à partager avec Alexis? C'est trop tard. Là, c'est trop tard. J'ai plus aucun conseil là, je suis désolé. Sauvez ce qui reste. Même pas. Chers auditeurs, rendez-vous sur radioj.fr en vidéo sur la page YouTube de la radio. L'émission est également à retrouver sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcast, notamment dès ce soir. Merci à vous de partager et commenter nos contenus sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Classico, saison 3, épisode 71. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, Classico. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Avec Steve Nadjar. Radio J. Gros plan sur le match Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain. Il aura lieu mercredi soir au stade Bloomfield dans une ambiance qui s'annonce. J'étais en train de me dire que c'était pas bon. Alors c'est le stade. Sami Ofer. Absolument. Merci pour cette précision. Je sais pas qui c'est, en revanche. Moi non plus, mais on va le demander à notre invité tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure donc avec notre invité spécialiste Yossi Medina Youssef, spécialiste du football israélien. Les Parisiens qui ont battu samedi un peu difficilement à vrai dire Brest, 1-0, avec toujours à la manœuvre le duo Messi-Neymar, l'Argentin à la passe, sa 7e de la saison, et le Brésilien à la finition. Neymar qui est en tête du classement des buteurs avec 8 buts en 7 matchs depuis le début de la saison. C'est donc votre regard d'artiste, messieurs, que je convoque pour cette première question. Alexandre Afflalo en premier. Messi-Neymar est-il le duo le plus magnifique, le plus majestueux, le plus beau à voir de l'histoire de la Ligue 1 et donc de l'histoire du Paris Saint-Germain? C'est peut-être un peu prématuré de dire ce genre de choses pour le coup. Enfin, il est sans doute dans les premiers, peut-être, sans problème. En revanche, c'est vrai que vu que la saison dernière c'était un petit peu compliqué et pour Messi et pour Neymar, et que là ça fait juste 6 ou 7 matchs qui sont vraiment à plein régime tous les deux, effectivement on en profite, on va pas bouder notre plaisir, mais de là à dire que c'est le plus majestueux, le plus magnifique, le plus formidable de l'histoire de la Ligue 1, il y a peut-être un peu de mesure. Surtout que ça va peut-être pas durer après la Coupe du Monde. Tu t'emballes un peu, on te reconnaît bien là, mais non, en tout cas, quand ils sont les deux à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils sont capables de faire des choses qu'on a peu l'occasion de voir en Ligue 1 et de manière générale dans le foot. Donc quand ils ont cette manière de se trouver, de se trouver sans même se regarder, c'est assez impressionnant. Le but est extraordinaire, hein, franchement, entre la passe et le contrôle et la frappe, je sais pas ce qui est le plus beau, mais c'est vraiment magnifique. Donc si ça continue à ce niveau-là, le PSG a des arguments. C'était le sens de ma deuxième question, c'est provisoire? Non, je pense pas. On a l'impression qu'encore une fois, on l'a déjà beaucoup dit ici et ailleurs, mais il s'est passé quelque chose cette année. Ailleurs où ça exactement? Dans d'autres émissions. C'est quand on est invité avec Alex dans d'autres émissions parfois.
Jamais. Non mais on voit bien qu'il se passe quelque chose cette année, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus en forme, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus impliqués. Donc encore une fois, on a l'impression que ça va durer jusqu'à la Coupe du Monde et après l'après-Coupe du Monde sera une deuxième saison. Neymar qui est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 110 buts devant Paoletta et juste derrière désormais Cavani, Mbappé et Ibrahimovic. Alexis sur cette... justement, je trouve que c'est difficile de ne pas parler d'Mbappé aussi dans l'histoire. Je trouve que c'est vraiment un trio parce que les appels des uns, tout est bien harmonisé. On voit que Messi est vraiment plus en 10 aujourd'hui, vraiment à la baguette, qui redescend. Et c'est sûr que moi je rejoins totalement Alexandre sur le côté un peu prématuré. Pour voir sa position dans l'histoire. S'il continue comme ça sur cette lancée-là, oui, c'est sûr que... Déjà, une saison pleine à ce niveau-là, déjà, ce serait un premier élément pour juger. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas beaucoup à cette saison pleine. Non, en fait, c'est juste que on a envie d'y croire, moi, mais après, c'est pareil, on a été tellement déçus par Neymar, notamment sur les 5 dernières saisons, sur la régularité. Non, mais il y a ça, il y a Neymar. Neymar, il est toujours à une jambe cassée près de faire une saison incroyable, donc c'est toujours ça. Enfin, faut toujours être prudent avec lui, ça c'est sûr et certain. Après, quand il est là et en pleine possession de ses moyens, c'est sûr que c'est un formidable joueur et qu'il a toujours été très très bon avec le PSG. Pour Messi, je suis un tout petit peu moins inquiet parce que maintenant qu'il est bien intégré, on a l'impression dans cette équipe du PSG, bien acclimaté, lui pour le coup il se blesse rarement donc ça va. Mais voilà, c'est juste, et puis effectivement la Coupe du Monde aura un impact sur les corps et sur les cœurs pour beaucoup et il faudra bien surveiller effectivement cette après Coupe du Monde qui va être. Alexandre, comment vous expliquez le renouveau de Neymar depuis le début de la saison ? C'est simplement lié à la Coupe du Monde ou il faut regarder aussi ce qui se passe dans le nouveau poids acquis par Kylian Mbappé avec sa prolongation? Ça, sur les coulisses du nouveau poids acquis par Mbappé, je pense qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot parce que c'est des trucs vraiment de mais est-ce que ça a pu piquer ? Est-ce que ça a pu piquer Neymar ? Peut-être. Après, je pense que pour le coup, le principal argument pour Neymar, c'est la Coupe du Monde. Ça, pour le coup, tous les gens qui le connaissent disent que c'est vraiment le truc qui le motive le plus au monde. Son fond d'écran de téléphone, je crois que c'est même le trophée de la Coupe du Monde. J'ai vu ça sur une photo qui était assez marrant à vérifier. Je veux pas non plus. Mais on va l'appeler tout de suite. Mais on va l'appeler tout de suite. Non, mais c'est Neymar pour le coup. Je pense que la Coupe du Monde, c'est vraiment c'est presque la dernière qu'il aura l'occasion de gagner parce qu'il y a déjà plus de 30 ans, même si 34 ans c'est pas vieux, mais peut-être pour Neymar c'est peut-être un peu plus vieux que pour les autres. Donc je pense que c'est l'occasion jamais pour le Brésil et il sait que s'il n'est pas irréprochable en dehors du terrain, il n'aura pas toutes ses chances pour cette Coupe du Monde. Et puis il y a la part de Galtier aussi, moi je trouve qui est assez prépondérant. On voit bien dans la manière qu'il communique sur Neymar depuis le début. Il n'a pas hésité à mettre sur le banc la semaine dernière. Il n'a pas hésité sur le banc, mais qui dès qu'il parle de lui, il dit qu'il veut le garder depuis le début, qu'il veut en faire un joueur. Une des pierres angulaires de son système. Donc je pense qu'il a les bons mots. Je pense qu'à l'intérieur du groupe également, il a les bons mots, puisque comme tu le disais, il peut mettre Neymar sur le banc. Et on voit que là, les joueurs ont compris, même Mbappé sort aussi. En conférence de presse contre Turin, il dit bien, si on doit sortir, on sortira. On fera la gueule parce qu'on n'aime pas ça, mais on sortira. Ouais. Donc ça montre que c'est bien tenu et je pense que Galtier a un impact important et que d'ailleurs c'est lui qui aura un rôle très important dans l'après-Coupe du Monde pour justement continuer de mobiliser ses joueurs autour d'un objectif commun. On voit d'ailleurs la différence par rapport à avant parce que lui n'a pas accès à sa communication que sur la Ligue des Champions. Parce qu'il dit que le PSG doit tout gagner tout le temps. Et ça change des autres entraîneurs qui quelque part... Tourelle ne disait pas ça à l'époque ? Peut-être au tout début, mais après, ça a très vite. C'est aussi le public et la direction qui attendent, qui considèrent que l'objectif numéro 1, c'est la Ligue des Champions. Surtout la communication du club qui a changé pour le coup là-dessus. C'est notamment l'interview alors sans faire de la publicité pour mon journal, mais l'interview que Nasser Al-Khelaifi avec donné aux Parisiens. Je rappelle que vous travaillez pour Le Figaro. Absolument. Mais dans l'interview que Nasser Al-Khelaifi a donnée aux Parisiens en début d'été, il disait bien que maintenant, on ne pouvait plus centrer que les ambitions sur la Coupe du Monde et qu'il fallait bien peut-être redescendre d'un ou deux étages en termes d'humilité et se remettre à déjà bosser sur les fondations avant de penser à atteindre les sommets. Mais c'est vrai qu'il a quand même bien remonté la pente parce qu'il faut se remettre dans les pas de la saison dernière, c'était le symbole de tout ce qui n'allait pas au Paris Saint-Germain quand même. Quand on écoutait un peu tout le monde, c'était le symbole. On disait que Mbappé avait demandé sa tête parce qu'il arrivait en retard aux entraînements et où il arrivait bourré. On avait entendu tout et n'importe quoi et sans doute peut-être des vérités aussi, mais vraiment il faut le féliciter parce qu'il a bossé physiquement, tactiquement aussi. On a quasiment retrouvé le Neymar du début de sa carrière au PSG. J'étais en train de réfléchir à quel moment. 2017, c'est ça ? J'étais en train de réfléchir dans ma petite tête à quel moment on l'avait vu à ce niveau-là sur les derniers matchs depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain.
c'est pas évident qu'il ait été meilleur que ce qu'il est là au tout début où il est arrivé. C'est franchement pas évident. Non, c'est pas évident. Donc je crois qu'il il est peut-être au début de sa meilleure période au PSG. Combien de temps ça va durer, encore une fois, on verra avec la Coupe du Monde. Mais d'ores et déjà, il faut le féliciter parce que, encore une fois, quand on se remet dans la saison dernière, c'était celui qu'il fallait abattre. Vous ne pensez pas revoir un tel joueur en fait, c'était celui qu'il fallait abattre au-delà de ça. Et puis le match contre la Juve est important puisque contre la Juve, autant les équipes qui ont affronté le PSG en championnat pour l'instant restent de calibre, on va dire quelque part, on attend d'eux qu'ils soient à ce niveau-là. Face à la Juve, qui même si c'est plus la même Juve, ça reste la Juve, Neymar a quand même été aussi au-dessus du lot. Donc on voyait bien qu'il maîtrisait son sujet. Alexandre, je voudrais vous faire réagir, je passe du vouvoiement au tutoiement comme d'habitude, assez données publiées par le site Paris Stade Germain, intéressantes sur les performances de Kylian Mbappé ce week-end donc contre Brest. Aucun dribble réussi sur 3 tentatives, c'est la première fois de la saison. Au niveau des tirs également, il n'a tiré que 3 fois au but contre Brest. D'habitude, c'est son plus faible total de la saison, il est à 6 en moyenne d'habitude. Est-ce que Kylian Mbappé souffre un peu de l'entente retrouvée, j'allais dire, entre Messi et Neymar, ou simplement un week-end un peu moins bien que d'habitude? Je pense qu'effectivement qu'il y a un circuit très clair entre Messi et Neymar. C'est assez clair qu'ils se trouvent et qu'ils se cherchent beaucoup les deux sur le terrain. Après, je pense que Mbappé, il est dans un cas comme par exemple Marquinhos, auquel je pense, où en fait, il faut aussi qu'il s'adapte au nouveau système du PSG. C'est-à-dire que il y a un nouveau système, des nouvelles animations, des nouveaux circuits de passe dans lesquels il faut que chacun trouve sa place. Et pour le coup, Mbappé, qui portait vraiment l'équipe sur ses épaules à lui tout seul l'an dernier, il faut maintenant qu'il arrive à retrouver cette importance, cette efficacité, mais dans un système où finalement il y a d'autres joueurs à part lui qui sont importants et qui sont en forme. Donc c'est sûr que après sur les dribbles tentés et réussis, ça c'est un joueur qui dribble beaucoup, donc c'est un joueur qui forcément rate beaucoup, comme Messi, mais Messi réussit beaucoup cette saison là. Sur les tirs, le match contre Brest était un peu particulier, il n'a pas été très bon, etc., mais sinon il tire aussi beaucoup au but et c'est souvent celui qui tire le plus au but avec le PSG. Donc voilà, moi je m'inquiète pas spécialement pour lui. C'est vrai qu'il y a eu des matchs avec et des matchs sans, mais en tout cas oui, c'est sûr que dans cette attaque où maintenant Messi et Neymar sont à son niveau, il va falloir qu'ils se remettent un peu dans le collectif, on va dire. Pareil qu'il a souffert samedi en seconde mi-temps, et c'est ce qu'a reconnu après le match Christophe Galtier au micro de nos confrères de Prime Video. Ça a été plus compliqué en deuxième période où on a laissé jouer l'adversaire, on s'est créé une ou deux situations, mais on était rapidement coupé en deux, on avait du mal à récupérer le ballon, et quand on l'a récupéré très bas, ce qui ne nous permettait pas d'avoir beaucoup de situations, et c'est toujours difficile aussi d'enchaîner derrière un match de Champions League. Il y a une telle débauche d'énergie que voilà, il y a eu sûrement physiquement, mais aussi un peu mentalement, un peu de non pas de suffisance, mais pas le goût à faire les efforts que l'on fait depuis le début de la saison, et ce qui a rendu une deuxième période très difficile. Et heureusement que Didio a été décisif sur ce pénalty. Pas de suffisance, dit Christophe Galtier. De la fatigue, de la nonchalance peut-être? Non, mais c'est assez classique. Après et avant un autre match de Ligue des Champions, il y a un petit peu de relâchement, qu'il soit physique ou mental. Je crois que c'était déjà beaucoup le cas, je parlais sous le contrôle notamment d'Alexandre Aflao l'année dernière avec le PSG, avant ou après les matchs de Ligue des Champions. Les matchs à l'approche de la Ligue des Champions, c'est toujours particulier. Voilà, le PSG avait fait le boulot en première mi-temps. Derrière, effectivement, il y a un relâchement. Et donc, il y a Donnarumma qui est enfin décisif depuis le début de la saison. De la profondeur du banc, les joueurs parisiens sont capables de gagner 3-0 a priori contre Brest. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, mais... Bien sûr, mais il a fait entrer, il a fait tourner un petit peu, il a fait entrer Ekitike, il a fait rentrer... À la 78e, si je dis pas de bêtises. Il a fait entrer Ruiz, il a fait entrer Bernat peut-être, je crois, je sais plus. Bernat était titulaire. Il a fait entrer Nuno Mendes pour le coup, ouais. Et Soler n'est pas rentré. Non, il a fait entrer Ruiz, ouais. Mais oui, mais on le sait très bien, il n'y a aucune surprise à ce que le PSG, avant et après un match de Ligue des Champions, soit un peu, lève un peu le pied au bout d'un moment. Brest a bien joué sa chance en contre pour le coup, et puis bon, voilà, on a un gardien qui est enfin décisif depuis le début de la saison. C'était pas trop le cas jusqu'à maintenant. Il a été contre la Juve quand même, on y reviendra après. Alors, vas-y sur Donnarumma. Moi, Donnarumma, je trouve qu'on est très dur et très critique avec lui, il y a Navas derrière, mais certes, il y a une erreur contre la Juve et un corps. Moi, je trouve que pour être présent au stade, à la base, si on regarde les images, au départ, il est mal placé parce qu'il veut que ses joueurs aillent, parce qu'il voit que les deux joueurs vont jouer à deux, en fait, le corner. Et donc, il est mal placé au départ à cause de ça, et ça crée le but. Mais pour moi, c'est collectif. Par contre, sur sa ligne, il fait des arrêts quand même brillants.
la tête de Milik, c'est le même but que Marseille prend contre Tottenham. Hein. Elle est sur lui, mais pas sur lui. Il est un peu friable sur son jeu au pied. C'est sûr qu'on est très, mais c'est normal. Alex, il est très bon. Benjamin Alex, il est très bon. Il est excellent. La preuve sur le penalty parce qu'il va le chercher. Il est vraiment pas facile à arrêter. Mais après, c'est normal qu'on soit beaucoup plus exigeant avec lui parce qu'il est venu dans une situation particulière. Moi, je suis pas inquiet sur le fait que ça va venir. Il est venu à un moment où Navas avait fait une saison irréprochable, avait sorti le PSG de plusieurs difficultés, et donc il y a eu cette alternance l'année dernière qui a marché moyennement. En tout cas, ça a plu à aucun des deux. Et là, du coup, Navas est encore là. Donc c'est vrai que contre la Juve, il n'est pas irréprochable sur le but qu'on encaisse. Et après, c'est vrai qu'au pied, je suis désolé, mais tu peux pas me dire que tu es serein quand tu vois Donnarumma qui a le ballon au pied, parce que tu vois bien qu'il force le jeu pour justement essayer de montrer que non, il y a aucun problème avec mon jeu au pied, et je vais vous mettre une transversale et je vais attendre le dernier moment. Et il force le truc pour montrer qu'il n'y a aucun problème, mais il y en a des problèmes. Sur ce point, sur les performances de Donnarumma. Effectivement, Donnarumma, c'est un gardien qui est paradoxal parce que dans les airs, il est pas très bon alors qu'il fait 2 mètres. Tout rond, je crois. Ouais, tout arraché. Ouais. Alors, il est pas très bon dans les airs, mais par contre, pour se coucher hyper rapidement sur des arrêts réflexes ou sur des pénaltys, alors ça, franchement, il est top 5 mondial. Donc, non, mais et en fait, je te rejoins sur ce que tu dis. En fait, c'est vrai que moi, ça me gêne le fait qu'il force son jeu au pied. En fait, ça se voit que depuis le début de la saison, ils essaient vraiment de forcer sur ses points faibles pour le faire bosser. Et malheureusement, il y a encore un peu de boulot. Donc là, ça se voit en fait qu'il est encore en période d'amélioration par rapport à ces points faibles-là. Ça se voyait déjà beaucoup à Milan. Ça se voyait déjà beaucoup à Milan, mais après, il a commencé très jeune. C'est-à-dire que c'est comme un garçon comme Alban Lafont. Il a commencé pro à 16 ans. Là, il commence à peine à montrer le meilleur de son potentiel. Je pense que Donnarumma, voilà, et c'est un gardien qui a commencé très jeune aussi, qui a eu très vite beaucoup de responsabilités. Il va encore falloir quelques années pour qu'il soit vraiment à son maximum. Les gardiens, c'est pas comme les joueurs de champ. Ils peuvent être à leur meilleur de leur carrière à 35 ans, quoi. Donc, alors, on est un peu impatient vis-à-vis de lui. C'est ça, on le souhaite pas pour Donnarumma. Il a déjà un très très bon niveau. Je te rejoins aussi sur ce que tu disais sur le fait qu'il a fait des arrêts hyper décisifs. Je sais plus si c'était des arrêts hyper décisifs. C'est moi qui le défends. C'est ça, donc il a fait des arrêts hyper décisifs et notamment aussi je pense au match contre Lille où le PSG gagne 7-1 mais Donnarumma fait des gros arrêts aussi. Donc voilà, faut être patient avec Donnarumma. Là, il revient sur une saison aussi où faut le souligner, il a changé d'entraîneur des gardiens puisque c'est maintenant Gianluca Catani qui est seul entraîneur des gardiens du PSG alors qu'avant il était en duo avec l'entraîneur des gardiens de Pochettino dont j'ai oublié le nom. Spinelli. Je crois. Non. Ou alors non pardon Catani c'est Spinelli. Je confonds avec un autre du PSG qui s'appelle Catani. Donc Spinelli autant pour moi. Donc voilà, donc c'est tout ça mis ensemble, ça va faire que Donnarumma sans doute dans les prochaines années va être bien meilleur. Juste parce qu'il faut qu'on parle de Kimpembe avant de rejoindre nos autres invités. L'autre événement du week-end, mais tu vas réagir à cela, Alexis. C'est la wesh sortie de Presnel Kimpembe, le reste de l'arbitre de la rencontre. C'est rare. Jérémy Pignard, touche-moi pas frère, a déclaré le défenseur parisien après une grosse faute. Tout le monde rigole. Et sans être expulsé, malgré un premier carton jaune déjà écopé, Kimpembe, qui ne sera pas sanctionné par la commission de discipline de la Ligue, nous a informé tout à l'heure nous ont informé nos confrères de RMC Sport. C'est surprenant, Alexandra Flalo? Pas spécialement. Pas spécialement. À partir du moment où l'arbitre n'a noté aucun souci dans son rapport de match, il n'y a pas de. Et plus globalement sur ces déclarations permises par cette innovation. En fait, ce qui est intéressant pour le coup, c'est que maintenant on a les images et le son, donc ça c'est bien. C'est un argument de plus pour le micro sur les arbitres de foot. Qui font preuve de beaucoup de pédagogie d'ailleurs. Alors ça c'est peut-être aussi parce qu'il y a le micro. Voilà, exactement. Parce que on connaît les arbitres des fois aussi, ils sont un petit peu véhéments avec les joueurs. C'est effectivement, en fait, moi, ce qui m'a surpris dans ces images, c'est que donc Jérémy Pignard n'a pas l'air du tout surpris par le ton employé par Kimpembe, par les mots, ni par le geste d'ailleurs. Je pense qu'il est plus dans un moment où il essaie de calmer un peu tout le monde par rapport au fait que c'est la 95e minute, qu'ils sont un peu énervés tous, que Kimpembe est blessé, etc. Mais enfin, il n'a pas l'air surpris. Donc après, a priori, s'il n'y a pas de problème pour lui, je vois pas pourquoi il y a un problème pour moi. Alexis, Benjamin, un mot sur cette polémique. C'est vrai que de l'extérieur, franchement, c'est assez surprenant d'entendre un joueur touché et parler comme ça à un arbitre, mais effectivement, ça ne doit pas être la première fois. Je rejoins Alexandre, il n'a pas l'air surpris, et puis après, il a une réaction, pour le coup, quand j'ai entendu la sonorisation, qui est plutôt dans la pédagogie, quoi. Je ne sais plus exactement ce qu'il lui dit, pourquoi s'exciter. Voilà, pourquoi s'exciter. Bon, il court, effectivement, Kimpembe sort parce que blessé. Bon, c'est peut-être une bonne manière de réagir. Après, c'est vrai que j'étais un peu surpris du vocabulaire et de le fait de le toucher. En même temps, est-ce que l'arbitre a le droit de toucher Kimpembe? Je pense que non. Bon, voilà. Alexis, mais en tout cas, pardon, et après, je te laisse la parole. À quand une sonorisation constante des arbitres, quoi? Comme en rugby, ce serait indispensable au foot. Je vois pas pourquoi on n'y arrive toujours pas. Alexis, moi je rejoins. C'est vrai que
ce qu'on dit sur la table sur les mots de Kipembe. Après, c'est vrai que je trouve qu'on en fait une énorme histoire et que ça devient très démagogique et c'est un des problèmes de la société actuelle. Voilà, et ça prend des proportions qui sont un peu. Alors oui, c'est pas bien. Oui, ça pose des questions qui peuvent faire réfléchir les joueurs. Et le monde du foot, mais ça prend une ampleur. Comme le char à voile. Mais je pense que pour le coup, s'il y avait vraiment une sonorisation des arbitres systématique, au moins ça calmerait les joueurs et les arbitres pour employer ce genre de propos et il n'y aurait plus de débat. Ouais. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h.